nous avons construit la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Après 53 ans, nous sommes allés derrière la Lune, battant un record avec 405 000 kilomètres. Mais un terrible paradoxe se cachait dans cette victoire. Les astronautes n'avaient jamais eu à vivre dans des conditions aussi primitives. La vérité a éclaté lorsque la porte de la capsule Orion s'est refermée. Pendant 10 jours, pas de douche, car il n'y avait que des lingettes humides. Le bouclier qui les protégeait alors qu'ils tournaient à 40 000 km/h s'était fissuré en plus de 100 points lors du test précédent. C'est pourquoi entrer dans le feu de l'enfer à 2760 degrés Celsius n'était pas seulement un examen de physique. Mais le plus choquant n'était pas ces risques mortels. La vraie question était, combien de temps un humain peut-il supporter la solitude absolue? Si tu veux voir le prix payé par ces héros, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car ce que tu vas entendre va ébranler toutes tes croyances sur l'espace. Nous commençons. On se souvient toujours des missions spatiales par leur moment de gloire. Les comptes à rebours, le feu et la fumée, les récits d'héroïsme. Mais personne ne vous raconte les coulisses. Personne ne vous dit comment cette mission de 10 jours a réellement commencé. Car tout débute par une détention obligatoire, des jours avant le lancement. On l'appelle la quarantaine. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est absolument pas une mesure optionnelle. C'est un protocole médical strict, conçu pour s'assurer que les 4 astronautes ne montent pas dans la fusée avec le moindre rhume, une otite là ou toute autre affection considérée comme mineure sur Terre. Car dans l'espace, les petits problèmes se transforment en crises gigantesques. En microgravité, vos sinus enflammés ne se vident. Jamais. Une douleur à l'oreille lors de la rentrée dans l'atmosphère, où la pression change brusquement, peut vous rendre complètement inapte. C'est pourquoi ils vivent dans une bulle depuis des jours. Chambres séparées, repas contrôlés. Ils ne voient leur famille que très peu, ou à travers une vitre. Sortir est formellement interdit. Seuls les tests techniques sont autorisés. Ils ne peuvent entrer en contact avec personne n'ayant pas subi les mêmes contrôles médicaux stricts. La nuit précédant le lancement, ils dorment selon un programme calculé à la minute près, pour garantir qu'ils soient à leur apogée biologique, au moment où les moteurs de la fusée s'allumeront. Ils ne dorment pas quand ils ont sommeil. Ils dorment quand le protocole leur donne. C'est la première règle de survie. Mais la véritable épreuve ne fait que commencer. Quand ils se réveillent le matin, ils enfilent une combinaison spéciale. Son nom est Orion Crew Survival System, de couleur orange, pressurisée, pesant environ 20 kg. Ce n'est pas la combinaison blanche que vous imaginez quand vous pensez à un astronaute en sortie spatiale. C'est quelque chose de très différent. Elle ressemble à une combinaison de pilote de chasse de haute altitude, car elle est conçue pour une seule fonction spécifique. Vous maintenir en vie si la capsule perd sa pression pendant l'ascension ou la descente. Cette combinaison n'est pas confortable. Elle n'a pas été conçue pour l'être. Elle a été conçue pour fonctionner. À l'intérieur de cette armure de 20 kg, les 4 astronautes montent dans un véhicule qui les emmène à la rampe de lancement 39B. Exactement le même complexe d'où les fusées Saturne V ont lancé les astronautes d'Apollo vers la Lune. Un demi-siècle plus tard, le même sol, la même vue sur l'océan Atlantique. Ils montent donc par ascenseur jusqu'à la tour de lancement de 98 mètres. D'en haut, les plaines de Floride s'étendent dans toutes les directions. Les marais, le littoral
et l'océan. Et ce sera la dernière fois qu'ils verront la ligne d'horizon d'en bas pendant 10 jours. Ils entrent dans la capsule un par un. Le processus d'installation sur les sièges dure plus d'1 heure. Ils connectent leur combinaison au système du vaisseau. Ils vérifient les ceintures de sécurité et les harnais. Ce n'est pas comme monter dans un avion. Chaque connexion, chaque verrou, chaque vérification suit une procédure spécifique que l'équipe au sol valide, point par point. Maze. Le son qu'ils entendent lorsque la porte se ferme derrière eux change tout. C'est le son d'un saut hermétique définitif. Il n'y a plus d'extérieur. Et puis, ils commencent à attendre. Parfois, pendant des heures. Le compte à rebours de la fusée SLS dure 48 heures. Mais l'équipage n'est pas dans la capsule pendant la majeure partie de ce temps. Il n'y a que le temps qu'ils passent à l'intérieur avant le lancement est de quelques heures. Et pendant ces heures, ils n'ont fondamentalement rien à faire. Ils sont simplement allongés sur leur siège et attendent. Ils passent en revue les procédures. Ils parlent avec le contrôle de mission. Et ils essaient de ne pas trop penser à ce qui est sur le point de se passer sous eux. Car sous eux, il y a une fusée de 98 mètres. Sous cette fusée, il y a 4 moteurs, S-25 et 2 propulseurs à combustible solide. Ensemble, ils produiront une force d'environ 40 méganewtons. Pour mettre cela en perspective, la bombe atomique larguée sur Hiroshima a libéré environ 63 terajoules d'énergie en 1/10 de seconde. Le SLS, lui, libère cette énergie de manière contrôlée pendant 8 minutes. Mais l'échelle des forces qui s'apprêtent à agir sur ces 4 corps humains n'a aucun équivalent dans l'expérience quotidienne. À moins 6 secondes, les moteurs RS-25 s'allument en premier. La fusée est toujours attachée à la plateforme. Les moteurs atteignent leur pleine puissance, tandis que les boulons de retenue tiennent bon. La capsule commence à trembler. Ce n'est pas une douce vibration, c'est une secousse profonde, à basse fréquence, qui part du sol, grimpe toute la structure métallique, atteint les sièges et de là, chaque vertèbre de votre colonne. À l'instant zéro, les 2 propulseurs à combustible solide s'allument. Les boulons sont libérés et la fusée devient, à cet instant, l'objet le plus bruyant à la surface de la Terre. Mais, de l'intérieur de la capsule, vous ne l'entendez pas comme ça, qui les combinaisons étouffent le son. Ce que vous ressentez, c'est la vibration. Une vibration si intense et constante que certains astronautes de la navette spatiale ont raconté avoir du mal à faire le point pendant les premières secondes. Parce que vos globes oculaires vibrent avec tout le reste, et la gravité. À cet instant, votre corps pèse 3 fois son poids normal. Si vous pesez normalement 70 kg, vous en pesez 210 à ce moment-là. Lever le bras demande un effort conscient. Respirez. C'est travailler contre le poids de votre propre poitrine. Cela dure 2 minutes. 2 minutes qui semblent insignifiantes de l'extérieur, mais qui sont, de l'intérieur, les 2 minutes les plus intenses physiquement qu'un être humain puisse vivre. Pendant ces 8 minutes et 6 secondes, chaque os de votre corps a vibré. Votre poitrine a été écrasée par 3 fois son poids. Et soudain, le silence. Un silence absolu est la première chose que vous comprenez, alors que votre bras flotte de lui-même vers le haut. Et dans ce silence absolu, alors que votre bras flotte de lui-même vers le haut, la première chose que vous comprenez n'est pas une prise de conscience intellectuelle. C'est une réalité purement physique. Vous n'êtes plus sur Terre. Le bruit des moteurs a cessé. La vibration s'est arrêtée.
Cette pression écrasante sur vous a disparu. Juste le silence et votre bras suspendu en l'air. Vous ne l'avez pas levé. Il flotte, simplement. Une petite veste en cuir oubliée derrière un siège s'élève lentement vers le plafond. Une tablette sur le tableau de bord se détache doucement et dérive vers la fenêtre. C'est la microgravité. Ce n'est pas réellement la pesanteur, car la gravité est toujours là. C'est juste que le vaisseau tombe si vite autour de la Terre que l'effet est comme s'il n'y avait pas de gravité. Mais votre corps ne traite pas cela de manière si rationnelle. Votre corps enregistre simplement que le haut et le bas n'ont plus de sens. Et à cet instant précis, alors que les stylos, les bras et les vestes flottent dans les airs. L'un des 4 astronautes regarde par la fenêtre et voit la Terre depuis l'espace pour la première fois. Ce n'est pas comme sur les photos, c'est bien mieux. Et en même temps, c'est bien plus effrayant. Car sur les photos, la Terre semble sûre, grande et stable. Mais, quand vous la regardez d'ici, la première chose que vous voyez, c'est à quel point l'atmosphère est mince, et une ligne bleue très fine sur le noir absolu. Une couche d'air si fine qu'on dirait que vous pourriez la percer d'un seul bond. C'est la seule chose qui sépare 8 milliards d'humains du vide, de l'espace. Et vous venez de la franchir. Mais, la première chose que la microgravité fait à votre corps n'est pas l'euphorie que vous attendiez. Ce n'est pas du tout ce sentiment de liberté que les films vendent. La première chose que fait la microgravité, c'est vous donner la nausée. On appelle ça le syndrome d'adaptation spatiale. Tout le monde ne l'a pas. Mais environ la moitié des astronautes le subissent pendant les premières heures et parfois les premiers jours. C'est essentiellement le mal des transports, comme le mal de voiture ou le mal de mer. Mais cela vient d'une contradiction bien plus profonde. Et votre système vestibulaire, dans vos oreilles, qui dit à votre cerveau dans quelle direction se trouve le sol, continue de fonctionner comme d'habitude. Sauf qu'en microgravité, il n'y a pas de sol. Les fluides de l'oreille interne qui se déplacent normalement vers le bas avec la gravité se redistribuent maintenant de manière aléatoire. Votre cerveau reçoit donc des signaux contradictoires de vos oreilles, de vos yeux et de vos muscles, et la réponse qu'il produit est la nausée. Dans les cas légers, c'est un malaise général, une sensation de désorientation et une perte d'appétit. Mais, dans les cas graves, c'est le vomissement, et vomir en microgravité, à l'intérieur d'une combinaison spatiale pressurisée, est aussi compliqué que ça en a l'air. Il y a des protocoles pour ça. Il y a des sacs spéciaux intégrés à la combinaison. Mais c'est quand même une situation que personne ne veut gérer dans les premières heures d'une mission de 10 jours, pendant que le corps essaie de s'adapter à cette nouvelle situation. Il y a beaucoup de travail à faire, car les premières heures en orbite sont les moments les plus critiques de toute la mission en termes de vérification des systèmes. L'équipage et le contrôle de mission à Houston examinent absolument tout. Le système de survie qui produit l'oxygène qu'ils respirent et élimine le dioxyde de carbone qu'ils expirent. Le système de propulsion du module de service européen. Les communications, la navigation, les capteurs de radiation, les combinaisons d'urgence et les systèmes de chauffage et de refroidissement qui maintiennent la cabine à une température vivable alors que la température extérieure oscille entre moins 10 degrés Celsius à l'ombre et plus 150 degrés au soleil. Ce processus prend des heures. Et pendant ces heures, l'équipage porte toujours ses combinaisons pressurisées de 20 kg. Car tant que les systèmes de survie ne sont pas vérifiés à 100%,
La capsule n'est pas considérée comme un environnement sûr pour les retirer. Porter une combinaison spatiale pressurisée pendant des heures n'est pas du tout confortable. La combinaison maintient une pression interne constante, ce qui signifie que les mouvements demandent plus d'efforts que la normale. C'est comme essayer de plier un ballon gonflé. Transpirer dans une telle combinaison est inévitable. Il y a un système de ventilation qui fait circuler l'air pour éviter la surchauffe. Mais, après quelques heures d'utilisation intense, l'expérience ressemble plus à porter une combinaison de plongée qu'à porter des vêtements normaux. À un moment donné ce premier jour, là-haut, lorsque tous les systèmes sont vérifiés et que la capsule est certifiée habitable, l'équipage peut enfin retirer ses combinaisons. Il les plie et les range dans des compartiments spéciaux. Et pour la première fois, ils ressentent la capsule telle qu'elle sera pour les 9 prochains jours. Mais, une fois ces premières épreuves passées, les vraies difficultés humaines commencent. Ces moments dont les communiqués officiels de la NASA ne parlent jamais, mais que chaque astronaute vous confirmera. Les besoins les plus fondamentaux, les plus inévitables et peut-être les plus complexes de l'espace sont maintenant à leur porte. Et le premier d'entre eux nécessite de répondre à cette question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose demander. Comment va-t-on aux toilettes ? Et c'est là que le vrai choc commence. Car les vérités que personne ne vous raconte sont cachées dans les besoins humains les plus fondamentaux. Et le premier est le problème des toilettes. Son nom est le système universel de gestion des déchets. Ça sonne si technologique et sophistiqué, mais la réalité est bien plus primitive et bien moins privée. Ce système est situé sous le plancher de la capsule, près de l'écoutille principale, dans un espace d'environ 5 mètres cubes. Mais cet espace n'a qu'une petite porte, et cette porte ne monte pas jusqu'au plafond, car à l'intérieur de cette capsule de 30 mètres cubes, les 3 autres membres de l'équipage sont à moins de 3 mètres de vous. Vous n'avez aucune chance d'être complètement seul. Le système fonctionne par aspiration d'air, en microgravité. Les liquides et les solides ne tombent pas, ils flottent. Le système utilise donc des courants d'air ciblés pour diriger les déchets là où ils doivent aller. Pour l'urine, il y a un entonnoir d'aspiration qui s'adapte au corps. Mais, pour les selles, il y a une ouverture d'environ 10 cm de diamètre, également avec aspiration. Et ce processus exige une précision dont vous n'avez jamais besoin sur Terre, mais qui est absolument indispensable dans l'espace. Les astronautes s'entraînent pour ça. Il y a une session de formation spéciale où ils répètent la position et le processus avec le matériel réel. Car, dans l'espace, une erreur n'est pas une anecdote amusante. C'est un problème d'hygiène, d'AS, de biosécurité et potentiellement de fonctionnement des systèmes. Si quelque chose va là où il ne devrait pas, ça peut être une catastrophe. L'urine est évacuée dans l'espace. Mais les déchets solides sont stockés dans des sacs hermétiquement scellés et ils restent à bord pendant toute la mission. Le papier toilette aussi. Il retourne sur Terre avec la capsule. Après les toilettes, vient l'hygiène personnelle. Et là, la situation devient encore plus étrange. Pas de douche, pas d'eau courante. Il y a des lingettes humides. Il y a du savon liquide sans rinçage, du shampoing sec, et que le processus de lavage dans l'espace consiste à se frotter avec des lingettes imbibées de solutions nettoyantes. Puis, on se sèche avec des lingettes sèches. Pour les cheveux, on applique du shampoing sec, on masse et il est absorbé sans rinçage. L'excédent est à nouveau enlevé avec des lingettes.
Mais se brosser les dents est très différent de ce que vous connaissez. Le processus est similaire. Mais un détail crucial change tout. Vous ne pouvez pas cracher. Cet acte simple que votre cerveau est totalement programmé pour faire est interdit ici. Car, en microgravité, l'eau et la mousse de dentifrice formeraient un petit nuage de gouttelettes qui flotterait dans la cabine et se déposerait sur les surfaces. Les instruments, la nourriture. C'est pourquoi les astronautes avalent le dentifrice. Si les marques approuvées par la NASA sont formulées pour être sûres si avalées en petite quantité. Mais c'est un acte auquel votre cerveau n'est pas vraiment préparé. C'est une découverte. Le prix de la survie. Et en plus de tout cela, à un moment donné, ce premier jour, vous devez manger. Mais le premier repas dans l'espace n'est généralement pas le plus appétissant. Le syndrome d'adaptation spatiale, même s'il ne provoque pas de nausées sévères, inclut souvent une perte d'appétit. Le corps fait face à trop de changements en même temps. Pourtant, manger est obligatoire. Le calendrier nutritionnel est calculé dans les moindres détails. Sauter un repas a donc des conséquences graves sur les niveaux d'énergie et les capacités cognitives les jours suivants. La nourriture arrive dans des sachets. Certains peuvent être réchauffés sur la petite plaque chauffante de la capsule. Cette plaque atteint une température juste suffisante pour servir le repas tiède, pas chaud. D'autres sont consommés à température ambiante directement depuis le sachet. On injecte de l'eau dans les sachets de nourriture lyophilisée via un embout. On attend quelques minutes que le contenu se réhydrate. Manger en microgravité demande de la coordination. Car si vous ouvrez un sachet trop vite, le contenu flotte à l'extérieur. Si vous pressez trop fort, la nourriture sort également en gouttelettes flottantes. La bonne technique est de presser le sachet de manière contrôlée, de porter l'embout à la bouche et de manger directement de là. Les miettes et particules qui s'échappent inévitablement doivent être attrapées avant qu'elles n'atteignent les filtres à air. Voilà donc le premier jour. Vérifier les systèmes, s'habituer à la nausée, apprendre à aller aux toilettes, apprendre à se laver, apprendre à manger. Le tout dans un espace de 30 mètres cubes, avec 3 compagnons de voyage qui vivent exactement les mêmes choses. Mais, une fois cette lutte de survie de base terminée, la vraie mission commence. Car, le lendemain, quand toutes ces étrangetés commencent à paraître normales, un défi bien plus grand les attend. Victor Glover doit prendre le contrôle manuel du vaisseau et il doit effectuer un vol en formation à seulement 9 mètres d'une structure métallique de plusieurs tonnes, se déplaçant à 28 000 km/h, car le vrai test ne faisait que commencer. Et ce test ne mettrait pas à l'épreuve les limites du corps humain, mais le sommet absolu de la compétence humaine. Et ce test allait pousser le sommet absolu de la compétence humaine, car personne ne parle de l'ennui de l'espace. Tout le monde parle du danger, de la technologie lâche, de la grandeur. Mais il y a une chose que les astronautes mentionnent encore et encore lorsqu'ils décrivent des missions de longue durée et que les documentaires coupent toujours. L'espace, la plupart du temps, est incroyablement ennuyeux. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Il y a des listes de tâches, il y a des expériences, il y a des lectures de systèmes, il y a la communication avec Houston, il y a l'exercice obligatoire. Mais tout cela prend quelques heures par jour. Le reste du temps, vous êtes dans un tube métallique à des centaines de milliers de kilomètres de tout. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas marcher plus de 3 mètres dans n'importe quelle direction. C'est pourquoi
le deuxième jour commence par quelque chose de vraiment extraordinaire et qui ne dure pas très longtemps. La manœuvre de Glover. Environ 25 heures après le lancement, au point le plus bas de l'orbite elliptique, le moteur principal du module de service européen s'allume pendant 6 minutes et 5 secondes. C'est la mise à feu d'injection translunaire. C'est le moment où la capsule Orion quitte l'orbite terrestre et devient un vaisseau en route vers la Lune. De l'intérieur de la capsule. Ce n'est pas dramatique, juste une poussée douce et continue. Rien à voir avec le lancement. Mais ce qu'elle fait est définitif. Et ils ne sont plus en orbite terrestre, ils sont en route. Pourtant, avant cette mise à feu, à un moment donné, dans les premières heures du deuxième jour, Victor Glover prend le contrôle manuel du vaisseau, et ce qu'il fait est sans précédent dans l'exploration spatiale moderne. La capsule pivote de 180 degrés pour faire face à l'étage supérieur de la fusée qu'ils ont laissé derrière eux, et Glover, depuis le siège du pilote, la dirige manuellement vers cet étage. D'abord à 90 mètres, puis à 9 mètres. Il n'y a que 9 mètres entre le nez d'Orion et une structure métallique de plusieurs tonnes se déplaçant à la même vitesse qu'eux, soit 28 000 km par heure, à 70 000 km d'altitude. Glover n'utilise pas de radar de distance. Il utilise ses yeux. Il utilise les caméras du vaisseau. Et ouais, il utilise les marques noires et blanches spécialement peintes sur l'étage supérieur pour qu'un pilote puisse aligner visuellement l'approche. C'est exactement la même manœuvre qu'il devra effectuer pour amarrer la capsule au module lunaire en orbite près de la Lune sur Artemis 3. Si cet amarrage échoue, 2 astronautes resteront bloqués dans le module lunaire, sans aucun moyen de revenir sur Terre. C'est pourquoi Glover s'entraîne dans l'espace lointain, à 9 mètres de distance, sous les yeux de ses amis. Après 1 heure et demie de manœuvre, il s'éloigne. L'étage supérieur effectue sa dernière mise à feu et s'écrase dans le Pacifique. Et la capsule Orion se retrouve seule. C'est à partir de ce moment que commence un voyage de 4 jours. Le rythme quotidien pendant ces 4 jours ressemble étonnamment à n'importe quel travail de bureau. La seule différence est que le bureau flotte dans le vide et que vous ne pouvez pas prendre un café quand vous voulez. Il y a un programme. 8 heures de sommeil planifié, l'heure du petit déjeuner, un bloc de travail, le déjeuner, un bloc de travail, l'exercice, le dîner, temps libre, sommeil. L'exercice dure 30 minutes par jour sur Rocky. Un appareil à volant d'inertie monté sous l'écoutille latérale. Faire des squats, du rameur et des soulevés de terre avec un harnais, dans un espace où vous flotteriez si vous ne vous attachiez pas. Est techniquement plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais l'alternative est pire, ni sans exercice. Les muscles et les os se dégradent à un rythme gérable en 10 jours, mais qui serait dévastateur sur des missions plus longues. Le sommeil est l'aspect de la vie à bord qui surprend le plus les gens. Pas de lit, pas de matelas. Les astronautes dorment dans des sacs de couchage légers, attachés au mur de la capsule. Mais il y a une autre étrangeté du sommeil en microgravité que personne n'attend. Pendant le sommeil, lorsque les muscles sont complètement détendus, vos bras flottent. Les bras s'élèvent d'eux-mêmes jusqu'à la hauteur des épaules, tendus devant le corps, comme si vous faisiez un mouvement de zombie. Plusieurs astronautes ont raconté s'être réveillés dans l'obscurité de la capsule et avoir vu 4 paires de bras flotter dans les airs, tous pointant dans la même direction. La première fois, c'est un peu effrayant. Et pendant que tout cela se produit, la Terre rétrécit.
pas de façon spectaculaire, pas en quelques minutes. C'est un processus lent, quelque chose que vous ne remarquez que lorsque vous le comparez à son état précédent. Le premier jour, elle remplit encore une partie importante de la fenêtre. Le deuxième jour, elle peut être couverte par une main tendue. Le troisième jour, par un poing. Le quatrième jour, par votre pouce. Et le quatrième jour, la Terre n'est plus qu'un point bleu dans l'obscurité. Toute l'histoire humaine, toute la civilisation, toutes les personnes que vous connaissez et tout ce que vous avez jamais vu tient derrière votre pouce. Ce moment est réconfortant pour certains et dérangeant pour d'autres. Mais il est transformateur pour tous, car ils savent que le voyage de retour commence maintenant et que ce qui les attend pourrait être le plus grand test que l'humanité ait jamais connu. Mais alors, comment fonctionne la mécanique derrière tout cela? Ralentissons un peu et plongeons plus profondément dans la physique et la psychologie derrière les moments les plus critiques de ce voyage de 10 jours. Car le quatrième jour, lorsque vous tenez la Terre derrière votre pouce, le vrai voyage ne fait que commencer. Et à cet instant, dans la direction où vous avancez, quelque chose qui n'était pas là auparavant apparaît. Un petit disque gris, mais indubitablement clair, un cercle parfait. Et c'est la Lune, le 5e jour. La Lune cesse d'être un concept pour devenir une réalité. C'est l'une des transformations techniques et perceptuelles les plus fascinantes du voyage. Pendant 4 jours, ce disque blanc dans votre fenêtre était un objet plus grand qu'une étoile, mais sans détail, sans texture et sans échelle. Quelque chose que votre cerveau savait être là, mais qu'il traitait comme un objet distant. Exactement comme la Lune que vous voyez depuis la Terre par une nuit claire. Mais, ensuite, tout change. Il n'y a pas de moment précis où cela se produit. Cela arrive progressivement. Mais cesse, à un moment donné du 5e jour, vous réalisez que ce que vous voyez par la fenêtre ne ressemble plus à une photo. Ça ressemble maintenant à un lieu. Vous pouvez voir des cratères individuels, et vous pouvez distinguer la différence entre les plaines sombres de lave solidifiée, les mers lunaires que les astronomes étudient depuis la Terre depuis des siècles, et les hauts plateaux plus clairs et plus anciens qui les entourent. Vous pouvez voir les ombres, vous pouvez voir le relief. Et à ce moment-là, vous comprenez que ce que vous voyez n'a jamais été vu par personne à cette distance. Les missions. Apollo orbitait autour de la Lune, à une altitude d'environ 100 km de la surface. Il voyait les cratères de près avec des détails incroyables. Mais il ne voyait pas l'ensemble. Il ne pouvait pas voir la Lune comme un objet complet suspendu dans l'espace. La capsule Orion, elle, passera à une distance comprise entre 6000 et 9700 km de la surface. C'est une distance complètement différente, genre de là. La Lune ne remplit pas la fenêtre. Vous pouvez voir la sphère entière d'un seul coup. Vous pouvez voir le terminateur, cette ligne qui sépare le côté éclairé du côté sombre et qui serpente sur la surface. Vous pouvez voir la Lune comme un monde. Et cette vue n'a été vue par personne depuis décembre 1972. Mais la chose la plus extraordinaire n'est pas ce qu'il voit, mais ce qui est sur le point de disparaître, la Terre. Car alors que la capsule Orion s'approche de la face cachée de la Lune, une réalité physique complètement différente entre en jeu. C'est l'un des moments les plus absolus et les plus inévitables de toute la mission, la perte de signal. À la Terre, vue de la perspective de la capsule, commence à passer derrière la Lune.
un disque gigantesque qui occupe maintenant une partie importante du champ de vision. Et à cet instant précis, la communication est coupée. Il n'y a pas d'avertissement dramatique, pas de compte à rebours. Le signal cesse simplement d'arriver. Les voix des contrôleurs de mission à Houston disparaissent. Les données de télémétrie que le vaisseau envoie constamment à la Terre ne sont plus transmises, car il n'y a aucun signal radio capable de traverser la masse de la Lune. Ce corps céleste de 3400 km de diamètre, composé entièrement de roches solides. C'est le même principe de base que votre radio, qui ne capte plus lorsque vous êtes derrière une montagne. Yonpak-me, cette montagne, est composée de milliers de kilomètres de roches solides et vous vous déplacez à des milliers de kilomètres par heure, selon la trajectoire exacte, pendant une période de 30 à 50 minutes. Les 4 astronautes d'Orion sont complètement seuls. Pas de contrôle de mission, pas de Houston, personne de l'autre côté. Si quelque chose tourne mal pendant ces 30 minutes, si un système critique tombe en panne, si quelqu'un a une urgence médicale, si le vaisseau détecte un problème nécessitant une décision immédiate, les 4 astronautes doivent le résoudre seuls, sans consultation, sans soutien extérieur, juste eux-mêmes et les procédures qu'ils ont mémorisées pendant des années. L'équipage d'Apollo 8 a vécu cela en 1968. Le commandant Frank Borman a décrit plus tard le moment où la communication a été coupée comme le silence le plus absolu qu'il ait jamais connu. Et Borman était un pilote de chasse avec des décennies d'expérience dans des situations à haute pression. Mais l'équipage d'Artemis 2 passe plus de temps derrière la Lune que n'importe quelle mission, Apollo. Et ils le font au point le plus éloigné de la Terre dans l'histoire de l'exploration spatiale habitée. Exactement 405 000 km. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie d'un point de vue humain, considérez ceci, il faut 1,35 secondes à la lumière pour parcourir cette distance. Si vous criez dans l'espace et que le son pouvait voyager dans le vide, il faudrait plus de 300 heures pour qu'il atteigne la Terre. Bien, si vous aviez un problème, il faudrait 1,35 secondes pour que votre signal de détresse arrive et 1,35 secondes de plus pour que la réponse revienne. C'est pourquoi, dans ce silence, derrière la Lune, les 4 astronautes voient quelque chose que personne n'a jamais vu sous cet angle, à cette proximité et avec cet éclairage, la face cachée de la Lune. L'hémisphère jamais visible depuis la Terre, géologiquement différente, plus ancienne, plus cratérisée, une surface sans les mers de lave sombre qui domine la face visible. Un paysage qui semble tout droit sorti d'une autre ère du système solaire. Et la Terre n'est pas visible d'ici. Non pas parce qu'elle est trop petite pour être vue, parce que la Lune la bloque littéralement. La planète où vous êtes né, où se trouvent tous ceux que vous connaissez, où toute l'histoire de l'espèce humaine s'est déroulée, est cachée derrière un rocher de 3400 km de diamètre. C'est dans ce moment de silence et d'obscurité relative qu'un tout autre mécanisme entre en jeu. Un mécanisme aussi psychologique que physique. On l'appelle l'effet de vue d'ensemble. Overview Effect. Mais, à cette distance, l'effet est bien plus profond. Regardez la Terre depuis la Station spatiale internationale à 400 km d'altitude, Rapaz, est déjà transformateur. MES, à 405 000 km. Les astronautes qui sont venus ici avant, ceux de la mission Apollo, ont décrit quelque chose de bien plus profond. Pas seulement la prise de conscience de l'unité de la planète,
La prise de conscience de la solitude de la planète. La prise de conscience de sa petitesse dans le contexte de tout le reste. Et la prise de conscience de son existence extraordinairement improbable. Edgar Mitchell, commandant d'Apollo 14, a déclaré qu'après avoir vu la Terre depuis la distance de la Lune, il a vécu une expérience qu'il ne pouvait décrire que comme une épiphanie. Une révélation soudaine. Un sentiment soudain et inexplicable de certitude que l'univers était en quelque sorte conscient et que tout avait un sens. Mitchell, un ingénieur en aérospatial titulaire d'un doctorat du MIT, a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qui lui était arrivé à ce moment-là. Voilà ce qui se cache derrière la Lune, pas seulement de la roche et du silence, mais aussi la perspective dans sa forme la plus pure, la plus brute, et c'est cette expérience qui vous change lorsque vous revenez. Car, une fois que vous avez vécu ces moments, votre perception de la Terre et de l'humanité n'est plus jamais la même. Et c'est pourquoi, après les 30 à 50 minutes passées derrière la Lune, la capsule Orion émerge de l'autre côté. Le signal radio revient. Les voix de Houston se font à nouveau entendre dans les écouteurs. Et la Terre réapparaît à la fenêtre. Petite, bleue, incroyablement belle. Mais, derrière ce retour se cache également un mécanisme impeccable. La gravité de la Lune a fait son travail. La trajectoire du vaisseau a changé. Il n'avance non plus. Ils rentrent à la maison. Cependant, ce retour commence en silence, car il n'y a pas de manœuvre dramatique, pas de mise à feu de moteur indiquant que le vaisseau a changé de direction. La gravité de la Lune a déjà fait ce travail pendant que la capsule Orion passait derrière elle. Tout comme la direction d'un canoë emporté par le courant dans une rivière change lorsqu'il contourne un gros rocher. La capsule est maintenant simplement en chute libre vers la Terre. Elle suit la courbe que la physique a tracée au moment où le moteur du module de service s'est allumé 4 jours plus tôt. C'est un concept ingénieux appelé « trajectoire de retour libre ». Et ce concept est l'un des filets de sécurité les plus importants de la mission. Car cette trajectoire garantit que l'équipage retournera sur Terre, même si les moteurs tombent en panne. C'est un système de sécurité passif. La capsule entre dans le champ de gravité de la Lune à une vitesse et un angle spécifiques, Corbett l'utilisant comme une fronde. La masse de la Lune capture l'élan de la capsule, courbe sa trajectoire et la renvoie vers la Terre. C'est pourquoi, après être sortis de derrière la Lune, ils n'ont pas besoin d'une grande mise à feu de moteurs supplémentaires pour rentrer chez eux. C'est une technique héritée des missions Apollo. Dans le fameux accident d'Apollo 13, lorsque le module de service a explosé, c'est précisément cette trajectoire de retour libre qui a sauvé la vie de l'équipage. Bien que la trajectoire d'Orion ne soit pas exactement une trajectoire de retour libre, comme celle d'Apollo 13, elle est basée sur un principe similaire et peut être appelé retour libre hybride. Cela permet de petites manœuvres de correction d'orbite tout en conservant le principe principal. Ce mécanisme garantit que même dans les moments les plus dangereux de la mission, les lois fondamentales de la physique sont du côté des astronautes. Mais cette sécurité passive n'élimine pas les autres défis du voyage de retour, dans le contexte de tout le reste, et la prise de conscience de son existence extraordinairement improbable. Edgar Mitchell, commandant d'Apollo 14, a déclaré qu'après avoir vu la Terre depuis la distance de la Lune, il a vécu une expérience qu'il ne pouvait décrire que comme une épiphanie. Une révélation soudaine. Un sentiment soudain et inexplicable de certitude que l'univers était en quelque sorte conscient et que tout avait un sens. Mitchell, un ingénieur en aérospatial titulaire d'un doctorat du MIT, a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre
ce qui lui était arrivé à ce moment-là. Voilà ce qui se cache derrière la lune, pas seulement de la roche et du silence, mais aussi la perspective dans sa forme la plus pure, la plus brute. Et c'est cette expérience qui vous change lorsque vous revenez. Car, une fois que vous avez vécu ces moments, votre perception de la Terre et de l'humanité n'est plus jamais la même. Et c'est pourquoi, après les 30 à 50 minutes passées derrière la Lune, la capsule Orion émerge de l'autre côté. Le signal radio revient. Les voix de Houston se font à nouveau entendre dans les écouteurs. Et la Terre réapparaît à la fenêtre. Petite, bleue, incroyablement belle. Mais, derrière ce retour se cache également un mécanisme impeccable. La gravité de la Lune a fait son travail. La trajectoire du vaisseau a changé. Il n'avance plus. Ils rentrent à la maison. Cependant, ce retour commence en silence, car il n'y a pas de manœuvre dramatique, pas de mise à feu de moteur indiquant que le vaisseau a changé de direction. La gravité de la Lune a déjà fait ce travail pendant que la capsule Orion passait derrière elle. Tout comme la direction d'un canoë emporté par le courant dans une rivière change lorsqu'il contourne un gros rocher. La capsule est maintenant simplement en chute libre vers la Terre. Elle suit la courbe que la physique a tracée au moment où le moteur du module de service s'est allumé 4 jours plus tôt. C'est un concept ingénieux appelé « trajectoire de retour libre ». Et ce concept est l'un des filets de sécurité les plus importants de la mission. Car cette trajectoire garantit que l'équipage retournera sur Terre, même si les moteurs tombent en panne. C'est un système de sécurité passif. La capsule entre dans le champ de gravité de la Lune à une vitesse et un angle spécifiques, Corbett l'utilisant comme une fronde. La masse de la Lune capture l'élan de la capsule, courbe sa trajectoire et la renvoie vers la Terre. C'est pourquoi, après être sortis de derrière la Lune, ils n'ont pas besoin d'une grande mise à feu de moteurs supplémentaires pour rentrer chez eux. C'est une technique héritée des missions Apollo. Dans le fameux accident d'Apollo 13, lorsque le module de service a explosé, c'est précisément cette trajectoire de retour libre qui a sauvé la vie de l'équipage. Bien que la trajectoire d'Orion ne soit pas exactement une trajectoire de retour libre, comme celle d'Apollo 13, elle est basée sur un principe similaire et peut être appelée retour libre hybride. Cela permet de petites manœuvres de correction d'orbite tout en conservant le principe principal. Ce mécanisme garantit que même dans les moments les plus dangereux de la mission, les lois fondamentales de la physique sont du côté des astronautes. Mais cette sécurité passive n'élimine pas les autres défis du voyage de retour. C'est pourquoi les 7e, 8e et 9e jours, un autre mécanisme s'accumule silencieusement sur le corps, les effets physiologiques de la microgravité. Rester en microgravité pendant 1 semaine a des effets sur le corps humain qui ne sont pas perceptibles sur le moment, mais qui s'accumulent en silence. Les os perdent environ 1 à 2% de leur densité minérale par mois dans l'espace. En 10 jours, ce n'est pas une quantité critique, mais c'est mesurable. C'est comme si les fondations d'un bâtiment perdaient quelques grammes de sable chaque jour. Au début, ce n'est pas perceptible, mais avec le temps, la structure s'affaiblit. Même si l'équipage a fait de l'exercice tous les jours, les muscles sont un peu plus faibles qu'au moment du lancement. Or, le système cardiovasculaire s'est adapté à ne pas avoir à travailler contre la gravité. Cela signifie qu'à leur retour sur Terre, le cœur devra se réadapter à pomper le sang vers le cerveau contre une gravité qu'il a oubliée. C'est similaire au vertige que vous ressentez lorsque vous vous levez brusquement après un long sommeil.
mais en beaucoup plus intense. Et le système vestibulaire qui maintient l'équilibre s'est également réadapté. Il a appris qu'il n'y avait ni haut ni bas dans cet environnement depuis une semaine. Quand ils atterriront, ils devront le réapprendre. Et ce processus de réapprentissage l'achète dans les premières minutes et heures après l'atterrissage se manifeste de la même manière que la nausée qu'ils ont ressentie lors de leur premier moment dans l'espace. Nausée, désorientation, en difficulté à marcher en ligne droite. Mais tout cela est le problème du 10e jour, pour l'instant, c'est-à-dire les 7e, 8e et 9e jours. Un autre mécanisme est à l'œuvre, la préparation psychologique et le nettoyage. Ce qui change pendant le retour est plus subtil. Les conversations privées de l'équipage ne sont pas enregistrées. Mais les récits d'astronautes de missions précédentes montrent que dans les derniers jours d'un long vol, alors que la Terre grandit à la fenêtre et que l'atterrissage approche, les conversations se tournent inévitablement vers l'après. Et dans le cas d'Artemis 2, l'après, c'est la rentrée. Ils le savent tous. Les 4 astronautes ont vu les photos du bouclier thermique d'Artemis 1 après son atterrissage. Ils ont assisté aux réunions où les ingénieurs ont présenté les données d'usure anormales. Ils ont lu les analyses. Ils ont écouté les experts qui disaient que la mission était sûre. Et ceux qui disaient qu'elle ne l'était pas. On ne peut pas dire qu'ils aient peur, car la peur n'est pas ce que l'on ressent dans des situations de risque calculées pour lesquelles on s'est préparé pendant des années. Il y a plutôt une conscience très claire, très précise de ce qui va se passer et des variables qui ne sont pas entièrement contrôlables. Mais il y a aussi une préparation très pratique. Il faut nettoyer la capsule après 9 jours d'utilisation intensive. Une capsule spatiale ne sent pas comme à sa sortie d'usine. Le système de survie filtre le dioxyde de carbone et régule l'oxygène. Mais il ne filtre pas les odeurs. Mais c'est ce que les astronautes décrivent par un euphémisme standard, comme l'odeur caractéristique de l'espace. De plus, il y a une quantité importante de déchets accumulés. Tout cela doit être correctement stocké et sécurisé pour que rien ne vole et ne heurte l'équipage ou les systèmes critiques pendant la rentrée. Lorsque la décélération produira des forces de plusieurs G. C'est comme arrimer tout à l'intérieur d'un bateau avant de voyager dans une mer agitée. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est le dernier jour, où toutes ces préparations techniques et physiologiques atteignent leur apogée. Car le 10e jour est le moment où tous ces mécanismes, théorie et préparatifs, sont soumis au test ultime. Et ce test est l'une des épreuves les plus redoutables que l'histoire de l'humanité ait jamais connue. Et maintenant, le point culminant commence. Le 10e jour, le moment où toutes les théories, les préparatifs et les mécanismes sont soumis au plus grand des tests. La journée commence comme les 9 précédentes. L'alarme, le bourdonnement du système de survie, 3 compagnons de voyage qui se réveillent dans leur sac de couchage au mur. Mais il y a une différence qui change tout. Aujourd'hui, c'est le jour du retour. Nous poussons le rythme au maximum. Car ce qui va se passer maintenant sera l'un des plus grands tests de l'histoire de l'humanité. Le processus de préparation à la rentrée commence des heures avant le contact avec l'atmosphère. Les 4 astronautes enfilent à nouveau les combinaisons oranges et pressurisées du système de survie de l'équipage Orion, celles qu'ils portaient le jour du lancement. Le processus est le même.
Mais, maintenant, les combinaisons portent l'odeur de 9 jours d'utilisation, et les astronautes qui les portent aussi. Ils s'assoient sur leur siège avec les combinaisons et attachent leur ceinture. Les mêmes positions que le jour du lancement. Mais, maintenant, après 9 jours en microgravité, leurs corps sont lourds. Le poids de la combinaison, qui était une nuisance le jour du lancement, est maintenant ressenti différemment. Les muscles qui n'ont pas travaillé contre la gravité pendant 9 jours ressentent l'effort nécessaire pour maintenir leur posture sur le siège. Mais, le véritable événement se produit quelques heures avant l'entrée dans l'atmosphère. Le module de service européen se sépare de la capsule. De l'intérieur, c'est un moment sans drame visible. Une série de charges pyrotechniques coupe les connecteurs entre la capsule et le cylindre qui l'a maintenu en vie pendant 10 jours. Le module de service, avec ses 4 ailes de panneaux solaires, ses moteurs, l'acariens, ses réservoirs de carburant restants, s'éloigne en flottant. En quelques heures, il se désintégrera dans l'atmosphère. Personne ne le récupérera. Personne ne l'examinera. C'est un morceau de fusée jetable qui a fait son travail. Il ne reste que la forme conique de la capsule Orion, seule, sans propulsion, sans panneaux solaires, sans autre source d'énergie que des batteries internes d'une capacité suffisante pour les dernières minutes de la mission. Et la capsule pivote. Les propulseurs d'attitude la font tourner lentement, jusqu'à ce que sa base conique, le bouclier thermique JACA, soit orienté vers le bas, vers la Terre, dans la direction d'où viendra l'impact. C'est comme un bretteur qui lève son bouclier pour parer un coup. Mais ce coup ne ressemble à rien de ce que nous connaissons, car la capsule entre dans la haute atmosphère à 40 000 km/h. C'est 32 fois la vitesse du son. Mach 32. L'air n'a pas le temps de s'écarter à cette vitesse. Lorsque la capsule arrive, les molécules d'air sont violemment comprimées devant le bouclier thermique, et cette compression génère de la chaleur. Mais ce n'est pas la chaleur de friction, comme on le dit souvent à tort. C'est la chaleur de compression. Le même principe physique qui fait chauffer une pompe à vélo lorsque vous l'utilisez. Mais à une échelle qui n'a aucune comparaison dans l'expérience humaine. La température du plasma qui se forme devant le bouclier thermique atteint 2760 degrés Celsius. C'est un record. C'est l'une des températures les plus élevées jamais rencontrées par un véhicule habité lors de sa rentrée atmosphérique. L'acier fond à 1500 degrés, le titane à 1670 degrés, le tungstène, le métal avec le point de fusion le plus élevé existant, fond à 3422 degrés. Le bouclier thermique doit résister pendant plusieurs minutes à des températures qui feraient fondre presque tous les métaux connus. Et ce faisant, il doit protéger l'intérieur de la capsule où 4 humains sont assis à une température de cabine normale. À l'intérieur d'Orion, l'équipage ne voit pas le plasma directement. Mais les fenêtres virent à l'orange, puis au blanc. La lumière qui filtre à travers le verre réfractaire change de couleur à mesure que le plasma enveloppe le vaisseau. Et puis, la décélération commence. La même force qui vous a plaqué à votre siège le jour du lancement vous écrase maintenant de face. La décélération de l'entrée dans l'atmosphère à 40 000 km/h produit des forces de 4 à 5 fois la gravité aux moments les plus intenses. 4 ou 5 G. Si vous pesez 70 kg, vous pesez entre 280 et 350 kg à ce moment-là. Respirer demande un effort conscient. La poitrine s'alourdit, les paupières s'alourdissent, le cou.
qui doit maintenir la tête contre cette force, travaille plus qu'il ne l'a fait en 9 jours. Et à ce moment-là, quelque chose d'autre se produit, auquel personne ne peut se préparer complètement, même en le sachant à l'avance. La communication est coupée. Le plasma qui entoure la capsule est un gaz ionisé. Et un gaz ionisé bloque les signaux radio, tout comme la Lune a bloqué la communication 4 jours plus tôt. Pendant plusieurs minutes, les 4 astronautes d'Orion sont à nouveau complètement seuls. Pas de Houston, pas de télémétrie, personne de l'autre côté. Mais, cette fois, ils ne sont pas dans le silence calme de l'autre côté de la Lune. Ils sont à l'intérieur d'une boule de feu, voyageant à des vitesses auxquelles aucun être humain n'a jamais survécu. Les fenêtres brillent d'un blanc éclatant. La structure de la capsule craque sous la tension thermique. Les forces G les écrasent contre leur siège. Et le bouclier thermique brûle. Pas de manière catastrophique. C'est le plan. Le bouclier thermique est conçu pour se carboniser et se désintégrer de manière contrôlée, emportant la chaleur avec lui. Mais, cette fois, personne ne savait exactement comment il se comporterait, car cette trajectoire de rentrée directe, sans la manœuvre de saut qui avait causé des problèmes sur Artemis 1, réduisait le risque selon tous les modèles. Pourtant, les modèles d'Artemis 1 avaient aussi prédit que le bouclier se comporterait de manière uniforme. Et ce ne fut pas le cas. Pendant ces minutes de silence radio, sous la lumière blanche des fenêtres, avec les forces G écrasant leur corps contre leur siège, chacun des 4 astronautes a dû vivre avec l'incertitude de savoir si le bouclier tenait ou non. De l'intérieur, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et puis, la lumière aux fenêtres passe du blanc à l'orange, de l'orange au rose, du rose au noir de la nuit. La décélération diminue. Les fenêtres cessent de briller et Houston revient. La voix du contrôleur de mission à Houston revient dans les écouteurs des combinaisons. Un ton professionnel, calme. Il dit exactement ce qu'il doit dire. Orion, ici Houston. Nous vous voyons à l'écran. Tout est nominal. Tout est nominal. 2 mots en jargon NASA qui signifient que tout est dans les paramètres attendus, que les capteurs n'ont rien détecté d'imprévu, que la capsule est intacte, que le bouclier a tenu. Mais le vrai miracle se cachait dans le silence qui suivit ces mots et dans la descente vers l'océan. Car ils n'étaient pas seulement revenus, ils avaient redéfini les frontières de l'humanité, et ce n'était que le début de l'histoire. Et c'est pourquoi ces 2 mots, tout est nominal, n'étaient même pas seulement un rapport de situation, c'était une déclaration de victoire, car ils n'étaient pas seulement revenus, ils avaient redéfini les frontières de l'humanité. Le feu était éteint. Mais la partie la plus délicate, la plus chorégraphiée et la plus impitoyable ne faisait que commencer. Car survivre à l'enfer de 2760 degrés était une chose. Mais amérir dans l'océan comme à travers le chat d'une aiguille en était une toute autre. C'était le dernier acte, non pas de la force brute, mais de la précision absolue. Et ce rideau s'est levé à 11 km d'altitude, à cet instant précis. Les couvercles du compartiment des parachutes au sommet de la capsule se séparent explosivement. C'est un moment record. Des couvercles s'ouvrant à cette altitude et à cette vitesse libèrent le système de parachute le plus complexe de l'histoire de l'humanité. D'abord, 2 parachutes stabilisateurs sont éjectés. Ils sont petits. Leur mission est d'orienter la capsule en chute dans la bonne direction, de la mettre dans la position la plus stable pour sa descente vers l'océan. C'est le premier pas d'une danse exécutée à une vitesse mortelle.
car quelques secondes après que ces stabilisateurs aient fait leur travail, 3 autres parachutes pilotes sont déployés. Leur mission est d'extraire les vrais sauveteurs. 3 parachutes principaux gigantesques, chacun de 21 mètres de diamètre. Certains des parachutes les plus grands et les plus robustes de l'histoire. 9 parachutes au total. Une symphonie d'ingénierie qui se déploie en quelques secondes. Une échelle à 9 barreaux qui transforme une chute libre en une descente contrôlée. Un système qui ralentit la capsule de milliers de kilomètres par heure à une vitesse douce pour son impact avec l'océan. Comment est-ce possible? C'est le résultat de dizaines de milliers d'heures de simulation, de centaines d'ingénieurs et de décennies d'expérience. Chaque couture, chaque corde, chaque morceau de tissu est conçu pour résister aux forces incroyables générées par un déploiement à des vitesses Mach. Une seule défaillance dans ce système signifierait une catastrophe. Un parachute qui s'en mêle signifierait que la capsule tomberait en tournoyant. Mais dans Heights, il n'y a pas de défaillance. Le système fonctionne parfaitement. Le monde scientifique, la salle de contrôle de Houston et les stations de surveillance du monde entier retient son souffle en suivant les données de télémétrie. Chaque signal confirmant le déploiement d'un parachute crée une vague de soulagement dans la salle. Ce n'est pas seulement une réussite technique, c'est l'art de transformer le chaos en contrôle absolu. Mais la fin de cette descente contrôlée n'est pas un atterrissage en douceur. Jamais. La capsule s'écrase dans l'océan Pacifique au large de San Diego. Ce n'est pas un amérissage, c'est une collision. C'est un moment qu'aucun humain n'a vécu depuis les missions Apollo. La capsule rebondit lorsqu'elle frappe la surface de l'eau. Des tonnes de métal ricochent sur la surface de l'eau comme un galet. Puis elle oscille, ballottée d'un côté à l'autre par la puissance de l'océan. Et puis, de l'eau s'infiltre par les valves de pression. Et avec cette eau, vient quelque chose qui n'a pas été entendu depuis 10 jours. Le son de l'océan. Le premier son du monde extérieur s'infiltre à travers la coque métallique après 10 jours. Et puis, le silence. Mais, ce n'est pas le silence de l'espace, c'est le silence de l'arrivée. Comment est-ce possible? Comment les occupants d'un véhicule qui heurte l'eau avec la force d'une voiture s'écrasant contre un mur peuvent-ils survivre? Parce que les sièges sont conçus pour amortir cet impact. La structure de la capsule est conçue pour absorber la majeure partie de l'énergie. Et les combinaisons des astronautes fournissent une dernière couche de sécurité pour les protéger de cette secousse finale et violente. Ce moment est un moment historique. 405 000 km, qui est 10 jours. Et la fin du voyage est une collision violente au milieu de l'océan. Pour le monde scientifique, c'est le moment où la mission est terminée. Les données ont été collectées. La capsule est en un seul morceau. Mais, pour l'équipage, le moment le plus réel, le plus humain, ne fait que commencer. Et ce moment arrive lorsque les équipes de récupération s'approchent en bateau. Les plongeurs sautent à l'eau. Ils attachent un collier de flottaison autour de la capsule. Et puis, la porte s'ouvre. C'est bien plus que l'ouverture d'une serrure. C'est un monde qui s'ouvre sur un autre. L'air du Pacifique s'engouffre, salé, sentant l'océan, l'odeur de quelque chose de vivant. Les 4 astronautes respirent cet air pour la première fois, en 10 jours. C'est une explosion sensorielle après l'air filtré, recyclé, à l'odeur métallique qu'ils ont respiré pendant 10 jours. Comment est-ce possible? Il est difficile d'imaginer ce qu'un humain ressent après avoir vécu dans un environnement entièrement artificiel pendant 10 jours.
lorsqu'il est confronté à une partie aussi simple du monde réel que l'air. C'est comme voir soudainement des couleurs après avoir regardé un film en noir et blanc toute sa vie. Ce moment est un moment qu'aucune donnée de télémétrie ne peut mesurer. Un moment qu'aucun ingénieur ne peut calculer. C'est l'essence la plus pure, la plus distillée de ce que signifie revenir sur Terre. Cette première bouffée d'air, cette première odeur, c'est l'un des plus grands records de la mission. La preuve du désir de l'esprit humain pour les beautés les plus simples, même dans les conditions les plus difficiles. Tandis que les scientifiques et les ingénieurs célèbrent le succès de la mission, l'équipage, à ce moment-là, ne fait que respirer et ça valait tout. Mais le véritable moment épique arrive lorsqu'ils essaient de se tenir debout. L'équipe médicale les aide. Ils sortent de la capsule. Ils font leur premier pas sur le pont du navire de récupération. Mais leurs jambes ne répondent pas comme ils s'y attendaient. Leur cerveau, qui leur a dit pas de haut ni de bas pendant 10 jours, doit se recalibrer en quelques secondes. Leurs premiers pas sont hésitants, comme les pas d'un enfant qui apprend à marcher. C'est le test final. 10 jours. 405 000 kilomètres. La plus grande distance parcourue par l'humanité depuis la Terre en plus d'un demi-siècle. Et ce que ces 4 personnes qui débarquent sur le pont après ce voyage portent sur elles n'est pas seulement leur combinaison orange et une barbe de quelques jours que Hansen avait juré de ne jamais laisser pousser, mais qu'il a laissé. Ils portent la certitude d'avoir été là où personne d'autre n'a été en 53 ans et d'en être revenu. Ces pas ne sont pas seulement quelques mouvements hésitants de quelques mètres. Ces pas sont les premiers pas du retour de l'humanité sur la Lune. C'est le tableau final, le plus poignant et le plus humain de la victoire. Mais, maintenant que ces moments épiques sont terminés, il est temps de ralentir et de réfléchir, alors que le bruit, le feu et la victoire de ces 10 jours s'estompent. Une question plus profonde se pose. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, pour ceux qui sont restés ici, sur Terre? Quel était le vrai message derrière cet incroyable voyage? Et maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Ralentissons. Allons au-delà du feu, du bruit et de la victoire. Car derrière ce voyage de 10 jours se cache une histoire plus profonde que les fusées et les records. C'est notre histoire à tous. Ce que cet astronaute a vu le 4e jour, Hobby, en tenant la Terre derrière son pouce, n'était pas seulement une planète qui rétrécissait. C'était un miroir qui nous obligeait à remettre en question la place de l'humanité dans l'univers. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant confrontés aux leçons les plus importantes que ce voyage nous a enseignées, aux plus grandes contradictions philosophiques. Car la mission Artemis ne nous a pas seulement montré le chemin vers la Lune, mais aussi le chemin vers nous-mêmes. Et la première et la plus choquante vérité que nous rencontrons sur ce chemin est l'étrange union de la grandeur et de la banalité. Les livres d'histoire racontent les grandes missions spatiales comme des victoires presque inévitables. Comme s'il avait toujours été certain que Neil Armstrong ferait ce pas, que cette phrase célèbre serait gravée dans l'histoire. Mais la réalité n'est pas du tout comme ça. La réalité, c'est un corps qui transpire à l'intérieur d'une combinaison de 20 kg. La réalité, c'est un système de survie que quelqu'un a dû calculer au gramme près. La réalité, c'est un sac poubelle en plastique que quelqu'un a dû inventer pour que ces 3 astronautes n'aient pas de problème très grave sur le chemin de la Lune. D'un côté, il y a une fusée de 98 mètres,
l'une des plus grandes réussites technologiques de l'histoire humaine. De l'autre, le problème d'aller aux toilettes en microgravité. D'un côté, la grandeur épique d'un voyage de 405 000 km. De l'autre, cette simple odeur humaine accumulée par 4 personnes qui ne se sont pas lavées pendant 9 jours et qu'on appelle l'odeur caractéristique de l'espace. Comment les plus grands moments de l'humanité peuvent-ils être si intimement liés aux détails les plus banals, les plus primitifs et les plus embarrassants? Parce que l'image brillante, romantique et stérile du voyage spatial est une illusion. La majeure partie de ce voyage n'est pas épique. Elle est fonctionnelle. C'est le travail de maintenir en vie 4 corps humains dans un environnement non conçu pour la vie. C'est manger des pâtes réhydratées, aspirer d'un sachet, se nettoyer avec des lingettes humides et respirer l'air recyclé par une machine qui bourdonne constamment. C'est une réalité tragique. Derrière ce que nous appelons l'héroïsme, il y a souvent une routine ennuyeuse, répétitive et inconfortable. Mais le vrai miracle est précisément là, car ceux qui sont allés sur la Lune n'étaient pas les héros parfaits des statues de marbre. C'étaient des gens qui devaient aller aux toilettes, qui transpiraient, mangeaient et parfois s'ennuyaient. Ce qui rend cette mission si précieuse, c'est l'extraordinaire qui naît de cette banalité. Ce ne sont pas des dieux qui sont partis, ce sont des humains. Et c'est plus porteur d'espoir que tout le reste. Toi aussi, tu vis cette contradiction chaque jour dans ta propre vie. D'un côté, tu as tes plus grands rêves, tes objectifs, ton désir de comprendre l'univers. De l'autre, il y a les factures à payer, la vaisselle à faire et la banalité sans fin du quotidien. Toi aussi, comme ces astronautes, tu oscilles entre les pensées les plus nobles et les besoins corporels les plus simples. Et tu dois savoir que ta banalité ne diminue pas la grandeur de tes rêves. Au contraire, elle les rend plus réels, plus accessibles et plus significatifs. Et une autre grande contradiction que nous avons rencontrée dans ce voyage est le lien le plus fort qui germe dans la solitude la plus absolue. Pensez-y, ces 30 minutes passées derrière la Lune. 4 humains à 405 000 km de la Terre. Une distance que même la lumière met 1,35 secondes à parcourir. Un silence où aucun signal radio ne peut parvenir. À ce moment-là, ce sont les personnes les plus seules de l'histoire de l'humanité. Littéralement coupées des 8 autres milliards d'humains de l'univers. Si un système critique tombe en panne, les centaines d'experts de Houston ne peuvent pas les aider. S'il y a une urgence, personne, absolument personne, ne peut les atteindre à temps. C'est la solitude la plus profonde, la plus cosmique que l'on puisse imaginer. Ce n'est pas comme être sur un radeau au milieu d'un océan, c'est comme être seul sur un grain de poussière au milieu d'une galaxie. C'est la forme la plus pure de l'impuissance et de la fragilité de l'homme face à l'univers. C'est une solitude tragique. Mais c'est précisément ce moment de déconnexion absolue qui rend le moindre lien d'une valeur inimaginable. Car après ce silence, la voix de Houston, qui dit « Nous vous voyons à l'écran, tout est nominal », n'est pas seulement une information technique, c'est l'équivalent technologique de dire « Vous n'êtes pas seul, nous sommes là ». Pendant ce voyage de 4 jours, lorsque la Terre rétrécit à la fenêtre pour devenir un point bleu, ce point n'est pas seulement une planète. C'est un refuge où se trouvent tous ceux que vous connaissez, tout ce que vous aimez, tous vos souvenirs et vos espoirs. Si cette solitude vous fait comprendre à quel point ce lien est fragile et inestimable, toi aussi, dans la foule de ta propre vie, tu ressens parfois cette solitude cosmique. Il y a des moments où tu penses ne pas être compris.
où tu crois que personne ne t'entend. Tu te perds dans le silence de tes propres pensées. Mais, ensuite, tu entends la voix d'un ami. Tu vois le sourire d'un être cher. Ou tu regardes simplement par la fenêtre et tu te souviens qu'il y a des millions de personnes qui ressentent la même chose que toi. Et tu comprends que peu importe à quel point nous nous sentons seuls, nous sommes tous sur ce même point bleu, liés les uns aux autres par des fils invisibles. Ces astronautes ont vécu ce lien à l'extrême, et ils nous ont rappelé que même dans le moment le plus sombre, l'espoir d'un signal qui rentre à la maison existe toujours. Et enfin, cette mission nous montre l'étrange relation entre un bref instant et l'éternité. D'un côté, il y a une longue attente de 53 ans, plus d'un demi-siècle depuis Apollo 17, où l'humanité n'est pas allée dans les profondeurs de la Lune. De l'autre, une mission qui n'a duré que 10 jours. Un clin d'œil. Comment 10 brefs jours peuvent-ils donner un sens à un demi-siècle de silence et à une histoire de 13,8 milliards d'années? C'est l'un des paradoxes les plus profonds sur la nature du temps, car à l'échelle de l'univers, 10 jours ne sont rien. Même la vie de 80 ans d'un humain n'est qu'une fraction de seconde sur le calendrier cosmique. Et nous ne sommes qu'une étincelle momentanée sur la chronologie de cet univers. Nous viendrons et nous partirons. Et l'univers continuera d'exister après nous, comme il l'était avant nous. C'est une vérité tragique, où l'homme est confronté à sa propre fugacité. Mais certains moments sont bien plus grands que leur propre durée. Ils créent une déchirure dans le tissu du temps et nous permettent de toucher l'éternité. Le moment où l'équipage d'Artemis 2, dans le silence derrière la Lune, a vu la Terre sous un angle que personne n'avait jamais vu auparavant, n'a duré que quelques minutes. Mais le changement de perspective créé par ce moment, l'effet de vue d'ensemble, dure toute une vie, pas comme l'épiphanie d'Edgar Mitchell. Ce bref instant a le pouvoir de changer fondamentalement notre relation avec l'univers et avec nous-mêmes. Ce moment donne un sens aux 53 années passées et éclaire la voie des missions futures. Ta vie est aussi faite de ces moments. Peut-être la naissance d'un enfant, la perte d'un être cher, la beauté à couper le souffle d'un coucher de soleil ou une soudaine révélation dans une pièce silencieuse. La vie n'est pas la somme des années, mais la somme de ces moments où tu touches l'éternité. Ces moments sont brefs, mais leur impact est éternel. Ces 4 astronautes, dans une mission de 10 jours, ont capturé un tel moment pour toute l'humanité. Et ils nous ont montré que même les moments les plus courts peuvent porter les plus grandes significations. Mais qu'est-ce qui reste vraiment après cette expérience? Qui sont maintenant ces 4 astronautes? Et c'est pourquoi ce qui reste après cette expérience n'est pas seulement un souvenir, c'est une transformation permanente. Ces 4 astronautes, lorsqu'ils ont ouvert la porte et respiré l'air du Pacifique, n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient prêtes à monter dans la fusée. Pas au sens d'un cliché de film dramatique, mais dans un sens très concret et très physique. Leurs os avaient perdu de leur densité minérale. Leurs muscles avaient reculé de plusieurs semaines d'entraînement. Leur système cardiovasculaire avait partiellement oublié comment travailler contre la gravité. Leur système d'équilibre ont mis des heures ou des jours à se souvenir où était le bas. Que ces effets physiques s'améliorent avec le temps, avec la rééducation et avec les entraînements que la NASA a protocolisés pour le retour sur Terre. Mais il y a quelque chose qui ne guérit pas, quelque chose qui ne revient pas, l'expérience elle-même, car ce voyage leur a fait vivre la plus grande contradiction entre la fragilité et la résilience. D'un côté,
il y a le fait que le corps humain est incroyablement faible et délicat. Même une mission de 10 jours réduit la densité osseuse, affaiblit les muscles et perturbe l'équilibre. La seule chose qui nous sépare du froid de moins 150 degrés ou de l'enfer de 2760 degrés à l'extérieur d'une capsule de 30 mètres cubes est une couche de métal et de céramique de quelques centimètres d'épaisseur. La moindre fuite, la plus petite fissure, signifie la mort instantanée. Face à l'environnement impitoyable de l'univers, notre biologie est presque comiquement fragile. C'est une vérité triste où l'homme est confronté à sa propre limitation. Un moment tragique où nous sentons que notre propre corps est une prison, qu'il nous lie à cette planète et nous empêche d'explorer le reste de l'univers. Mais, ensuite, vous vous souvenez que ce bouclier thermique a résisté à 2760 degrés. Vous pensez que ce système de survie a créé une mini-atmosphère parfaite pour 4 humains pendant 10 jours. Et vous voyez que ces 4 astronautes, malgré toutes ces difficultés physiologiques, ont accompli leur mission à la perfection et sont rentrés chez eux. C'est alors que vous réalisez l'incroyable résilience cachée dans cette fragilité. Car nos corps sont peut-être faibles, mais nos esprits peuvent créer des technologies pour surmonter cette faiblesse. Cette capsule, ce bouclier thermique, ce système de survie sont une victoire de l'esprit humain sur ses propres limites biologiques. C'est une formidable source d'espoir. Toi aussi, tu vis cette contradiction à plusieurs reprises dans ta propre vie. Lorsque tu es malade, fatigué, lorsque ton corps te laisse tomber, tu es confronté à ta propre fragilité. Mais, ensuite, lorsque tu surmontes une difficulté, que tu atteins un objectif ou que tu survis simplement à une journée difficile, tu redécouvres cette incroyable résilience en toi. Toi aussi, comme ces astronautes, tu portes dans un corps fragile un esprit capable de défier les difficultés de l'univers. Et c'est ta plus grande force. Et cette force nous amène à une autre contradiction profonde. La danse infinie de la connaissance et du mystère. Cette mission de 10 jours nous a fourni une quantité incroyable de données sur la Lune, sur le voyage spatial, sur les boucliers thermiques et la mécanique orbitale. Chaque capteur, chaque caméra, chaque signal de télémétrie a élargi notre base de connaissances. Nous savons maintenant que ce bouclier thermique fonctionne mieux avec le nouveau profil d'orbite. Nous savons maintenant que cette manœuvre d'amarrage manuel est possible avec la précision du pilotage humain. Nous savons que le programme fonctionne. Nous savons que la fusée vole. Nous savons que la capsule a résisté. Nous savons que ceux qui partiront pour la prochaine expédition seront mieux préparés. Avec plus de données et plus de confiance. La connaissance est l'héritage le plus tangible de cette mission. Mais chaque nouvelle réponse amène 10 nouvelles questions. Lorsqu'ils ont vu la face cachée de la Lune sous cet angle unique, le mystère des formations géologiques qui s'y trouvent s'est approfondi. Lorsqu'ils ont vu la Terre comme ce minuscule point bleu, de nouvelles questions sont nées sur les mécanismes psychologiques de l'effet de vue d'ensemble. Dans ce plasma, à 2760 degrés, le mystère de la raison pour laquelle le bouclier thermique s'est usé de manière inattendue sur Artemis 1 n'est toujours pas entièrement résolu. Chaque information que nous apprenons nous rappelle une fois de plus à quel point l'océan de ce que nous ne savons pas est immense. C'est la nature tragique, mais aussi belle de la science. Nous ne saurons jamais tout. Nous n'atteindrons jamais la fin des secrets de l'univers. Nous nous demanderons toujours ce qu'il y a derrière la prochaine montagne. Mais c'est aussi là que réside l'excitation,
Car si nous savions tout, il n'y aurait plus rien à découvrir. Il n'y aurait pas cette douce excitation de s'interroger, de chercher et de trouver. C'est pourquoi la mission Artémis ne nous a pas seulement donné des réponses. Elle nous a donné l'opportunité de poser de meilleures questions. Toi aussi. Tu vis la vie de cette manière. Chaque fois que tu apprends une nouvelle compétence, que tu lis un nouveau livre, que tu vois un nouvel endroit, tes connaissances augmentent. Mais, en même temps, tu comprends mieux à quel point tu sais peu de choses. Chaque réponse t'amène à un plus grand mystère. Et cela ne doit pas te désespérer, car c'est la preuve que tu vis, que tu apprends et que tu grandis. Toi aussi, comme ces scientifiques, tu es un explorateur à la poursuite d'un mystère infini tout au long de ta vie. Et ce voyage lui-même est bien plus précieux que la destination. Et ainsi, à la fin de ce voyage de 10 jours, nous comprenons que ce n'était pas seulement l'histoire de 4 personnes, c'était notre histoire à tous. L'histoire de la grandeur et de la banalité, de la solitude et du lien, de la fragilité et de la résilience, de la connaissance et du mystère. Wiseman, Glover, Koch et Hansen savent maintenant quelque chose que nous ne pouvons qu'imaginer. Mais, nous aussi, qui les avons suivis d'ici, nous savons quelque chose que nous ne savions pas il y a 10 jours. Nous savons que nous sommes de retour. Nous savons que la porte était fermée depuis 53 ans, mais qu'elle est maintenant à nouveau entr'ouverte. Nous savons que nous sommes un pas plus près de la surface de la Lune. Nous savons que nous sommes un pas plus près de rester. Ce voyage se termine. Mais la véritable aventure recommence maintenant. Et cette aventure n'est pas seulement un pas vers la Lune, mais un pas vers l'avenir de l'humanité. Car cette mission nous a montré que peu importe à quel point nous sommes petits, fragiles et seuls, lorsque nous travaillons ensemble, que nous nous interrogeons et que nous rêvons, nous pouvons atteindre les étoiles et peut-être, à la fin, nous trouver nous-mêmes. Dans ce voyage, nous avons remis en question notre place unique dans l'univers. Mais, je ne vous ai jamais dit une chose, et s'il n'y avait pas qu'un seul vous, imaginez que chaque décision que vous prenez divise l'univers en deux. Un nombre infini de vous, vivant un nombre infini de vies différentes. Dans notre prochain voyage, nous ouvrirons la porte des univers parallèles. Êtes-vous prêt à rencontrer les autres versions de vous-même ?